La Ligue arabe aura un rôle à jouer, au moins moral. Sean, 2 mots. Oui, sur la Ligue arabe, comment je décrypte la situation, je vois plusieurs pays du Golfe qui sont pris en étau dans une guerre qu'ils n'ont pas voulu et qui remet en question leur modèle de société qui était notamment basé sur la sécurité et qui attirait notamment beaucoup d'Occidentaux, dont des Français qui s'installaient dans ces pays-là. Il est 18h30, les dernières informations autour de ce conflit au Moyen-Orient, et vous le savez, c'est avec Audrey Berthaud ce soir. Audrey, bonsoir. En Arabie Saoudite, un projectile a provoqué la mort de 2 personnes et en a blessé 12 autres au sud de Riyad. Selon les... Et lui, je pense qu'il n'a pas fait grand-chose là-dedans. Mais... J'entends. Sean Skull. Oui, je vais vous répondre sur Epic Fury. C'est vrai qu'il y a une tradition aux États-Unis de donner des noms aux opérations qui sont... comme je pense notamment à l'opération Overlord lors de la Seconde Guerre mondiale, qui veut littéralement dire l'opération Suzerain, donc l'opération du débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Mais il faut savoir que cette opération en Iran, où cette attaque ne sort pas de nulle part, elle s'insère dans un courant idéologique aux États-Unis qui est celui des néoconservateurs. L'Iran des mollahs fait partie, depuis la présidence de George W. Bush, de ce qu'on surnomme l'axe du mal. Donc l'axe du mal, ce sont ces pays voyous considérés par les néoconservateurs à Washington. Donc il y en a d'autres. On a le Venezuela, donc le Venezuela socialiste qui est tombé il n'y a pas longtemps en la personne de Maduro. Il y a également l'Iran des mollahs, mais également par la suite, il y a également Cuba et Trump qui commence à regarder du côté de Cuba. Donc ça rentre dans une tradition idéologique, cette attaque contre l'Iran, et elle ne sort pas de nulle part. On va prendre la direction de Tel Aviv, priorité aussi au témoignage, et Tel Aviv donc, qui a essuyé ces tirs. On est avec Léa Assedou, qui est une Française qui vit à Tel Aviv. Bonjour Léa Assedou, merci. On ne joue pas en Europe, en tous les cas, je vous donne cette information. Keir Starmer et Donald Trump se sont donc entretenus ce dimanche sur le Moyen-Orient. Les 2 dirigeants, donc je vous lis la dépêche AFP que je découvre, les 2 dirigeants ont évoqué la situation actuelle au Moyen-Orient et la coopération militaire entre le Royaume-Uni et les États-Unis, notamment via l'utilisation de bases de la Royal Air Force en soutien à l'autodéfense collective de leurs partenaires dans la région. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du Downing Street dans un communiqué. Et Keir Starmer a également présenté sa condoléance au président Trump et au peuple américain après la mort de 6 soldats américains. Voilà, dernière information. Sean Skull. Oui, mais cette position européenne traduit une position plus prudente par rapport à la position israélo-américaine qui est de faire la guerre. Et je fais écho à ce que présentait Madame Huchard tout à l'heure. C'était la position du président de la République, Emmanuel Macron. Dans sa position, dans ce conflit, on peut y voir une tentative de politique gaulliste qui est celle d'agir en tant que puissance d'équilibre en soutenant ses alliés tout en ne prenant pas part à ce conflit activement. Et c'est vrai que l'autre jour, j'ai interrogé le porte-parole de Tzahal, le colonel Rafovitch, qui a lancé un appel dès vendredi, d'ailleurs, à une espèce de solidarité du monde occidental. Et on le voit bien, pays par pays, les réactions sont... Il n'y a pas unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Allez, il est 18h, nous sommes en édition spéciale sur CNews dans son punchline du dimanche. Les toutes dernières informations au sujet donc, de ce conflit au Moyen-Orient, c'est avec Audrey Berthaud. Audrey, bonsoir. Bonsoir Thierry, bonsoir à tous. Alors, en Iran, qu'est-ce qu'on fait la prochaine fois? La Corée du Nord, la Russie, c'est quand même pas terrible comme régime. Qu'est-ce qu'il y a comme régime qui ne nous plaise pas? La Chine, on n'est pas non plus complètement à l'aise. Je veux dire, oui, c'est sûr, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Sean Skull. Ouais, je vais essayer de vous répondre. Alors, je pense et très rapidement, parce qu'on va en Chine juste après. Justement, on peut vous évoquer la Chine et on est avec Sean Wing Zhang, journaliste à Pékin, qui vous écoute, qui vous répondra peut-être d'ailleurs. Alors, je pense que cette escalade au Moyen-Orient rentre dans une logique de politique de puissance trumpiste. Alors aujourd'hui, dans un monde ou un ordre international, la crédibilité se paye cash. Donc elle se joue sur le rapport de force. Et Trump, objectivement, son bilan international est quand même assez mitigé. Il avait promis de terminer la guerre en 24 heures en Ukraine, ça n'est pas fait. Et également, lors de la dernière guerre commerciale avec la Chine en octobre, il s'est fait casser le bras par Xi Jinping qui a mis un embargo sur l'exportation de terres rares. Et je crois que Donald Trump voit en l'Iran une sorte de porte de sortie où il peut faire jouer son rapport de force, s'imposer, parce que là, faire un deal, donc négocier avec l'Iran, ce serait pour lui perdre la face et s'humilier face à Xi Jinping et Vladimir Poutine. C'est ce que je pense justifie cette escalade. Mais lorsque on a Didier Idjadi qui remercie Donald Trump comme tout
des représentantes iraniennes que j'ai pu recevoir sur ce plateau, hein, et qui leur dit il était temps, quoi. Il était temps. Oui, absolument. Bien évidemment, moi, je suis à la fois sociologue, je fais des analyses approfondies, bien évidemment. Mais quand on regarde effectivement sur cet aspect-là, ce qui se passe actuellement, eh bien, malgré toutes mes critiques vis-à-vis donc de la politique de Trump, par exemple... Déjà son père. C'est le CV qu'évoque... Tout à fait. Déjà son père, il a grillé les étapes pour devenir le grand Hijatul Islam. Il était un imam, un simple imam, qui fumait la pipe dans la mosquée. Donc, Non, mais ce qui m'interpelle, c'est le CV décrit par Didier Idjadi de ce personnage. Hein. Ça a de quoi inquiéter. Sean Scull, vous qui êtes un spécialiste des États-Unis, est-ce que ça vous fait rire, comme votre voisin, le général Benoît Durieux, quand Donald Trump dit il ne tiendra pas longtemps sans son aval? En quelque sorte, on voit que le changement de régime voulu par Donald Trump va s'avérer être plus compliqué que prévu. On se souvient, il avait crié victoire à la mort du guide suprême en affirmant que la tête du serpent avait été coupée et que le régime allait tomber. En fait, on s'avère que c'est un système qui tient, qui est en place depuis 1979. Il y a des alternatives politiques et c'est un régime qui était prêt à combattre ce qui surnomme le grand Satan américain. Et c'est ce qu'on voit. On voit des alternatives politiques émerger. Et je rejoins les propos de mon voisin. Cette situation va s'avérer être plus compliquée pour Donald Trump. Et on pourrait... la piste ou l'hypothèse du bourbier au Moyen-Orient n'est pas à ce jour à exclure. Fahimé, indiscutablement, si cette nomination, encore une fois, ce sont les médias iraniens qui la donnent, c'est aussi un véritable pied de nez envoyé à Donald Trump. Indiscutablement, le signe est là aussi. Hein. De nommer quelqu'un. Très, à mon sens, très hypothétique de céder. Et ce n'est pas ce qui est en train de se dessiner, en tout cas à court terme. Et donc, la capacité de l'Iran à tenir n'est pas liée à leur stock de missiles, même s'ils ont conservé très peu ou très peu de drones. En réalité, ce n'est pas ça qui, à mon sens, suffirait à les conduire, à les contraindre à mettre les pouces et à dire on veut un accord de paix. Je ne pense pas. Sean Kull, quel est votre regard? Oui, alors moi, je vois... En fait, ces frappes en Israël, c'est la logique que l'Iran a affirmée, selon laquelle ils allaient régionaliser le conflit. Donc, ils poursuivent cette logique. Ils l'avaient sans surprise, d'ailleurs. dit, sans surprise, exactement. Et au-delà d'Israël, on a vu que ces derniers temps, d'autres pays dans la région étaient touchés. Et là, j'y vois une stratégie, en fait, de casser les alliances américaines dans la région. Et c'est une sorte de stratégie de diviser pour mieux régner. Notamment, beaucoup de pays du Golfe ont été frappés. Et elles ont critiqué notamment l'action de Trump, qu'elles ont trouvé excessive de frapper l'Iran, en fait. Et que ça nuit à leur intérêt, notamment le modèle sécuritaire sur lequel ces pays du Golfe reposaient, et également leurs différents modèles économiques. Je poursuis mon tour de table, évidemment, et on retournera donc en Israël dans quelques instants. Didier Idjadi. Moi, je pense qu'avec le développement encore sans précédent, avec l'arrivée également à la fois des navires britanniques ainsi que français, on est dans une logique de renforcement, effectivement, de l'ensemble de ces moyens militaires contre le régime iranien. Là. Donc, le régime iranien, je pense qu'aujourd'hui, a une capacité limitée concernant les missiles ainsi que les drones, surtout les missiles, car tout le monde constate qu'effectivement... J'aimerais bien savoir de quoi il parle et à supposer qu'il le sache. Mais en réalité, soit on parle ou il parle de quelques actions commando, et je pense qu'il y en a déjà en réalité. Et donc ça, c'est parfaitement audible, possible. Mais voilà. Mais une opération au sol pour aller, admettons, jusqu'à des grandes villes, voire jusqu'à Téhéran, c'est autre chose. D'abord, ça demandera 6 mois de préparation, donc ça dépassera probablement largement les mi-termes. Deuxième point, ça serait un effort considérable, parce que si vous regardez, alors là je me tourne vers Didier Idjadi qui connaît ça bien mieux que moi, mais si on regarde la carte de l'Iran, c'est un pays qui est infiniment plus montagneux que l'Irak, par exemple. Et donc, militairement, je serais en charge, ou en tout cas on me demanderait de planifier cette opération, ce serait quand même
très, très délicat. Et au moment où vous parlez, on vous montre des images d'interception de drones iraniens. Ce sont des images fournies par l'Arabie saoudite, la guerre en réel. Je ne vous ai pas encore donné la parole, Sean Scull, en tant que spécialiste des États-Unis. Et j'ai hâte de vous entendre justement sur... Alors, je comprends, vous n'aimez pas l'expression sale boulot, mais je ne fais que reprendre le titre de nos confrères du journal du dimanche. Et il faut voir autre chose également dans ce titre de nos confrères. Moi, j'aurais 2 points à partager. Le premier étant au sujet de la une du JDD. Qu'est-ce qu'on voit sur cette une? On voit Donald Trump en pleine séance de prière à la Maison-Blanche. Et là, je reviens à vos propos de tout à l'heure. Vous expliquiez qu'il y avait une dimension religieuse pour les mollahs dans cette guerre. C'est également la même chose du côté américain. Il faut savoir que Donald Trump est entouré de chrétiens évangélistes qui voient la guerre avec l'Iran une dimension de guerre sainte qui serait... la guerre de l'Armageddon, qui serait la grande guerre finale avant le retour de Jésus-Christ sur Terre. Donc ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je pense que la problématique à laquelle fait face Donald Trump, c'est que personne ne nie le fait que le régime des mollahs doit tomber. La question, c'est à quel prix? À quel prix? Est-ce que aux Iraniens, parce que c'est vrai que quand on a vu toutes les manifestations qui ont lieu, le nombre de victimes, c'est déjà le prix que votre peuple a payé. Hein, et je ne parle pas des 40 ans, mais des récentes manifestations. Hein. Pardonnez-moi. Ouais, mais là, je me mets dans la perspective de Donald Trump et de Washington. Donc, à quel prix? Donc, est-ce qu'ils veulent risquer une régionalisation du conflit, s'embourber dans ce qui se surnomme a forever war, une guerre sans fin? Donc, je rappelle que Donald Trump a été élu justement pour ne pas s'embourber dans ce type de guerre. Deuxième point, est-ce qu'il veut risquer, les États-Unis veulent risquer d'éclater les alliances qui font leur force dans le monde? Je pense à leurs alliances avec les pays du Golfe et avec les Européens. On voit que les pays du Golfe sont pris en étau dans cette guerre et également les Européens qui sont prudents. Il y a eu des frictions entre Washington et les capitales européennes. Et ensuite, dernier point, votre correspondant l'a mentionné, c'est celui du soutien à la guerre. On voit une division au sein de son mouvement entre des MAGA, ce que je surnomme MAGA nationalistes et MAGA impérialistes. Les MAGA nationalistes, eux, ne veulent pas d'intervention américaine à l'étranger. Et on voit également un sondage CNN qui est sorti cette semaine qui affirme que 41% des Américains soutiennent l'action de Donald Trump en Iran. En préparant l'émission, j'ai regardé. En mars 2003, le soutien pour l'invasion de George W. Bush en Irak était de 72%. Donc on voit que l'opinion publique américaine ne soutient pas Donald Trump et c'est quelque chose qu'il va devoir considérer avec les élections de mi-mandat qui approchent. Et surtout que historiquement, quand on regarde, lorsque les présidents américains mènent des interventions militaires à l'étranger, en général, ils ont un fort soutien de l'opinion publique au début de l'opération qui, avec le temps, s'amenuise. Et en l'occurrence, George W. Bush avait démarré avec 72% de soutien en mars 2003 et il avait terminé en avril 2007 avec uniquement 30% de soutien pour la guerre en Irak. Très rapidement, Ramzi Malouki, qui a suivi avec attention, comme à son habitude, nos échanges. Ramzi, je le disais, hein, Donald Trump a toujours accusé une intervention terrestre. Et là, dans l'extrait qu'on a diffusé et que vous connaissez, il entrouvre la porte. Alors, le général qui est à mes côtés se pose la question, ça veut dire quoi très concrètement, en fait, hein? Écoutez, ça veut dire, comme vous le disiez il y a un instant, hein, plutôt des opérations commando, plutôt une infiltration que des troupes terrestres. On ne va pas revenir sur le fait, vous l'avez dit, hein, pays grand comme 3 fois et demi, 4 fois la France, montagneux, ça n'a rien à voir avec l'Irak. On n'a pas envie de revivre le scénario de l'Afghanistan. En revanche, si vous le permettez, vous savez que hier, le CENTCOM a montré des images du B-52, le mythique B-52, construit, on le rappelle, dans les années 50, comme dissuasion nucléaire. Et en fait, ces images, elles sont importantes parce qu'elles sont à la fois stratégiques et symboliques. On a mis donc pour cette opération 3 générations de bombardiers, le B1, le B2 furtif et puis le mythique B-52, donc qui peut être opérationnel jusqu'en 2050 alors qu'il a été construit en 1950, donc un siècle de domination aérienne. Et ce n'est pas anodin qu'on ait mis ces images. D'une part, c'est pour montrer que l'Amérique a une suprématie, encore une fois, aérienne sur tout l'espace aérien de l'Iran, et d'autre part parce qu'il y a un fossé générationnel au niveau de l'opinion avec des jeunes
qui, eux, sont plutôt réticents. Ils affichent une réticence vis-à-vis de ces interventions parce qu'ils n'ont pas été marqués comme les plus anciens par les conflits précédents. Et pourquoi ça se joue sur les réseaux sociaux? Pourquoi cette guerre de l'image se joue sur les réseaux sociaux? Parce que c'est la bataille de l'opinion. Et quand on utilise les codes de la pop culture, avec la musique dramatique, avec les bandes annonces, un petit peu comme un film, même si quelque part l'expérience est un petit peu virtuelle, eh bien quelque part on s'adresse directement à ces jeunes pour essayer de faire basculer l'opinion. Merci beaucoup.